bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui avec mes lectures en cours. Oui, parce que je lis 2 livres en même temps comme la plupart du temps. Le livre papier, c'est L'énigme de la Stouga de Camilla Greb. Roman que j'ai depuis pas mal de temps dans ma pile à lire. J'avais envie de lire un polar nordique parce que je trouve que les polars nordiques se prêtent bien à l'hiver. Pour autant, c'est pas forcément parce que l'histoire se passe quand il fait froid. Et vraiment, ici, c'est pas du tout le cas, puisqu'en fait, on est au mois d'août. Et il fait très chaud au début de l'histoire. Donc vraiment, ça se prête pas du tout à la saison. Mais au final, en fait, je trouve que l'atmosphère saisonnière n'a pas beaucoup d'importance dans le roman. Ça se lit tout seul, j'aime vraiment bien. Il me reste 170 pages, je crois. Oui, c'est ça. Et je suis vraiment impatiente d'avoir le dénouement de l'histoire parce que là, je ne sais pas. Je n'ai pas deviné qui était donc comment vous dire? Ouais, le meurtrier, si je peux vous dire que c'est le meurtrier. Je vais vous résumer donc vite fait le roman. En fait, on est sur 2 temporalités. Dans le présent et 8 ans plus tôt. 8 ans plus tôt, il y a eu une jeune fille est décédée. Donc on suit en fait une famille, papa, maman et des jumeaux qui ont 17 ans. Le père est écrivain hyper célèbre, vraiment ses romans se vendent comme des petits pains. Et la mère, elle n'est pas éditrice mais elle fait partie de la maison d'édition. Enfin bref, elle a un job assez important au niveau de tout ce qui est éditorial. Et il faut une petite fête, voilà, je veux dire, on est au mois d'août, il fait beau, c'est la fête de l'écrevisse, donc je ne sais pas, est-ce que c'est une fête qui est hyper importante, je crois que c'est en Suède, on est en Suède je pense ici, est-ce que c'est une fête nordique très importante, je n'en sais rien. En tout cas, il y a des amis, des parents qui viennent à la maison, et également la meilleure amie des 2 garçons, qui vient faire la fête aussi. Tout le monde a prévu de dormir sur place et tout le monde est assez éméché, hein, voilà, l'alcool coule à flot même pour les jeunes. Et en fait le lendemain matin, la mère va retrouver la jeune fille morte dans la Stouga. Donc la Stouga, c'est une dépendance de la maison qui a été octroyée aux jumeaux. Donc vraiment les 2 gamins, ils ont trop de chance, ils ont une espèce de studio rien que pour eux, sur la propriété familiale, mais pas rattaché à la maison principale. Et donc ils étaient habitués à faire des soirées, la fête là, ensemble avec donc leur meilleure amie. Et voilà, la fille, elle est morte et c'est un assassinat. Donc très vite les soupçons vont se porter sur les 2 garçons parce qu'en fait la porte était fermée de l'intérieur et toutes les fenêtres étaient fermées de l'intérieur. Donc c'est impossible que quelqu'un se soit introduit dans le logement pour tuer cette jeune fille et puis ressortir par après. C'est pas possible. Et dans ce logement, il y avait uniquement la fille avec les deux frères. Du coup, ils vont être arrêtés et ils vont être interrogés. Et puis on est 8 ans plus tard, donc avec la mère, qui est incarcérée en prison. On ne sait pas pourquoi. Là actuellement, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a apparemment fait quelque chose de grave et elle ne souhaite parler qu'au policier qui s'est occupé de l'enquête il y a 8 ans. Elle ne veut parler qu'à lui. Et en fait, elle lui en veut beaucoup de ce qui s'est passé à l'époque. On comprend qu'il y a des choses qui ont été faites lors de cet interrogatoire qui n'auraient pas dû être faites parce que les gamins étaient mineurs. Et en fait, voilà, on suit cette enquête sur 2 temporalités. C'est hyper intéressant. Alors ça prend son temps, hein. C'est pas le roman le plus rythmé. Je trouve que l'autrice, elle va très au fond des choses. C'est pas qu'elle tourne autour du pot, mais elle analyse en fait tous les personnages, la vie des gens. C'est très dans le détail, plus que dans le rythme. Mais moi, ça me plaît. Franchement, j'aime bien la façon dont c'est écrit. Je sais pas du tout où on va. Je trouve ça super intéressant. Vraiment, voilà, c'est pour le moment, je trouve que c'est un très bon polar. Je suis très contente de le lire. Ça, c'était pour le livre papier. En numérique, je me suis lancée dans Nous rêvions juste de liberté de Henri Leeuwenbruck, qui est un roman que j'ai dans ma pile à lire depuis pas très longtemps.
Mais en fait, je l'avais dans ma wishlist par contre depuis de nombreux mois parce que c'est un roman qui semble avoir énormément de succès. Quand vous regardez la note sur Babelio, je crois que le truc, il y a 12 000 lecteurs, c'est énorme. Et une note de 4,3 sur 5. C'est énorme quoi. Vraiment, c'est genre le roman, il est parfait. Il a plu à tellement de monde. Et à chaque fois que j'entends quelqu'un qui en parle, c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme et voilà, le roman il fait pleurer, etc. Voilà. Donc je me suis dit bah allez, c'est le moment. C'est pas le roman le plus court, il y a quand même un peu plus de 400 pages. Là je suis à je crois 35% de lecture. Et en fait bah j'aime pas trop ce que je lis. Pour l'instant je comprends pas du tout pourquoi ce roman a eu du succès. Et je crois que le problème, c'est que j'aime pas la façon dont c'est écrit. J'ai vraiment, mais vraiment un problème avec le style de l'auteur. Alors j'ai déjà lu un livre de cet auteur, donc cette année. J'ai lu en fait la suite de Nous rêvions juste de liberté. C'est Pour ne rien regretter, le titre. Je crois que c'est cette année que je l'ai lu. Ou alors c'est l'année passée, je sais plus. Enfin, je me souviens quand même assez bien de ce roman, qui est donc la suite, mais qui peut se lire indépendamment. C'est pas très grave si vous n'avez pas lu Nous rêvions juste de liberté. Et je me souviens que le style m'avait... Au début, je trouvais ça sympa, parce que la jeune fille est autiste dans le tome 2, mais en fait, à la longue, je trouvais ça très lourd comme style, et ça avait commencé à ne plus trop me plaire. Et en fait, ici, bah c'est un style un peu similaire. Or, les personnes qui est autiste, voilà, c'est un gamin qui raconte son histoire, donc il a 16 ans au début du roman, j'imagine qu'on va le suivre sur plusieurs années. C'est un style d'écriture très oral. C'est comme si la personne parlait. T'as pas de négation, tu n'as pas de belles tournures de phrases, il y a rien de tout ça, c'est vraiment un style parlé. Et moi, ça me plaît pas. J'aime pas ça du tout, je trouve ça très pénible à lire. J'ai hésité à l'abandonner pour vous dire parce que je me suis dit wow, ça va pas être possible comme roman. Mais en fait, il y a tellement de gens qui aiment ce roman, je me dis c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose au-delà du style que je trouve moi très mauvais. Je suis désolée, mais je trouve pas ça bon, je trouve ça mal écrit. Voilà, je sais pas si tous les romans de l'auteur sont comme ça. J'ai pas lu assez de cet auteur pour pouvoir juger, mais je trouve que c'est mal écrit. Et je me suis dit qu'il fallait aller au-delà de ça. Donc je poursuis, mais je suis pas hyper emballée. C'est pas du tout le roman dans lequel j'ai envie de retourner. Pour vous raconter un petit peu donc l'histoire, on va suivre un gamin, et je sais même plus comment il s'appelle. Ah, ça c'est quand même terrible. Je me souviens plus du prénom du personnage principal. Putain, je sais plus. Son surnom c'est Bohème en fait, mais je le retiens, je sais plus c'est quoi son prénom. Enfin, bref, tant pis. On suit donc ce personnage, donc l'histoire est racontée par lui. Et c'est un gamin qui, voilà, il pas trop de chance dans la vie. Sa petite sœur a été fauchée par une moto et donc depuis sa mère a sombré dans l'alcoolisme. Son père c'est un gros connard qui de temps en temps vient lui foutre une raclée juste pour le plaisir. Il partage rien avec ses parents. Enfin franchement c'est la misère. À l'école, bah ça se passe pas bien. Ses parents l'envoient dans une école privée. Méga cher, mais c'est sa dernière chance en fait pour s'en sortir. Et là-bas, il va devenir pote avec 3 autres gars qui sont en fait des voyous. Et donc on va suivre cette bande qui va faire pas mal de conneries. Alors au début c'est pas des conneries trop méchantes, voilà ils sont jeunes, voilà ils s'amusent, ils se construisent des motos, tout ça. Et puis à un moment donné ils vont faire, disons que, je trouve pas que c'est une connerie hyper grave, mais ils vont se faire pincer pour un truc qui a un peu plus de conséquences et ils vont finir en prison. Donc prison pour mineurs pendant 6 mois. Et donc là je suis à cet endroit-là dans l'histoire. Donc je suppose en fait qu'on va suivre leur vie jusqu'à l'âge adulte, je sais pas trop. Et je pense, il était marqué dans je sais plus où j'ai vu ça dans le résumé ou je sais plus trop où, que c'était un road trip. Donc je présume qu'ils vont grimper sur leur moto et qu'ils vont parcourir le monde à l'aide de leur moto. Voilà, c'est un roman qui parle d'amitié, de liens très très forts. Et je sais pas, apparemment c'est un roman qui fait pleurer dans les chaumières. Alors pour le moment, moi je trouve, je suis vraiment arrêtée par le style littéraire qui me dérange beaucoup.
Je ne m'attache pas forcément au personnage. Pour le moment, en tout cas, et j'aime pas grand-chose. Hein. Dans le roman, vraiment, j'aime pas grand-chose. Je serais très surprise que j'ai un avis final vraiment très bon sur ce roman. Là, c'est très mal parti. J'ai peur de faire partie de la petite minorité qui va mettre 1 étoile sur Babelio, parce que franchement, là, je trouve pas ça... Je comprends pas le délire avec ce roman. Mais voilà, je vais persister. Parce que je me dis qu'il y a peut-être une bonne surprise à la clé. Je sais pas. J'ai envie de vous dire, donnez-moi votre avis pour voir si je persiste ou pas dans ma lecture, mais en fait, je pense que quand vous verrez ce vlog, je l'aurai déjà terminé ou abandonné, mais je pense que je vais quand même aller jusqu'au bout. Hein. Ouais, là, je me suis décidée à aller jusqu'au bout. Mais donc voilà, ça c'est pour ma lecture numérique qui n'est pas folichonne. Les prix ont été décernés, il y a plein de prix là qui ont été décernés, enfin voilà, tout récemment. Moi j'aime bien lire des romans qui ont gagné des prix, entre autres le Goncourt. C'est celui-ci, donc je l'ai acheté, La Maison Vide de Laurent Mauvigné. Je n'ai jamais lu cet auteur, c'est publié aux éditions de Minuit. Le truc est énorme, il est pas grand du tout. Hein. Ça c'est un poche, en fait il a la taille un tout petit peu plus grand qu'un poche, mais vraiment un chouïa. Il y a 750 pages. Le truc est une brique. Voilà, je ne suis pas encore décidée à le lire. Bon, donc je vais le lire assez vite parce que comme c'est le Goncourt, voilà, j'ai vraiment envie de le lire, de découvrir de quoi ça parle. Mais par contre, j'étais assez choquée quand je l'ai reçu. Bon, déjà par sa taille, je trouve tout petit. Moi, je pensais que c'était un livre en format comme chez... c'est Gallimard qui fait les livres comme ça. Enfin, voilà, un livre plus grand où vous savez, la couverture est pas spécialement belle, mais au moins t'as un grand format. Pas du tout. Et le truc, écoute... 25 €. J'ai payé ça, 25 €. Et la couverture est moche, c'est blanc, avec une écriture bleue, c'est tout. Enfin, je sais pas, regardez la tranche, ça ressemble à rien. L'arrière, ça ressemble à rien. 25 € quoi. Je trouve ça extrêmement abusé de la part de la maison d'édition de mettre un prix pareil pour ce roman. Je vois pas en quoi... ça nécessite, enfin, je vois pas. En fait, le prix, je le trouve pas du tout justifié. T'as des romans, j'en achète, hein, parfois, des romans brochés avec un jaspage et tout, vraiment le truc tip top, super beau, la couverture avec des dorures, vraiment très recherché. En général, ces livres-là, je les paye 25 €. Mais pour moi, le prix est justifié parce que t'as un travail d'illustrateur, t'as un travail, enfin, il est magnifique le livre. T'as envie de l'afficher dans ta bibliothèque. C'est moche. T'as pas envie de l'afficher du tout dans ta bibliothèque. Enfin, regardez-moi ce truc, quoi. C'est très très laid. J'ai hésité à l'acheter en fait en numérique. Mais en fait, ce numérique, il est super cher. Je sais plus si c'est 17 ou 18 € pour un livre numérique que tu pourras pas revendre. Ici, je me dis, au pire, si j'aime pas, je peux le revendre. Alors, je le revendrai certainement pas 25 balles. Je vais peut-être le revendre 10 €. Mais au moins, je vais quand même récupérer un peu d'argent dessus. Ton livre numérique, tu récupères rien du tout, en fait, dessus. Et je comprends pas. C'est très moche. Pourquoi faire des couvertures aussi laides? Tu vas pas me dire qu'ils ont pas un budget, quoi. En plus, ça a remporté le prix Goncourt, donc je sais pas. Enfin, je suppose que le livre, il s'est acheté à des milliers d'exemplaires. Enfin, je comprends pas. Je sais pas, ça me dépasse. Mais 25 € pour ça, non. Le livre a intérêt à être bien parce que franchement, quand je l'ai reçu, alors, je savais que la couverture était comme ça parce que tu le vois, hein, de toute façon, j'ai commandé. Hein, j'ai pas été l'acheter en boutique, mais je pensais au moins que c'était un grand livre, quoi. Je sais pas, pas un truc tout petit. Voilà. Je trouve ça très décevant et je ne comprends pas que ça soit vendu à ce prix-là. Ça c'était donc pour mon... Non, j'ai encore acheté un autre bouquin, je vais vous montrer. Celui-ci, qui pour le coup, est très joli. Donc c'est House of Windows de John Langan, c'est publié chez J'ai lu. Il n'y a pas de grand format, il n'y a que ce format-là. Je sais même pas si c'est un format numérique, sans doute, je sais plus. En fait, vous avez la couverture qui est toute argentée, mais vraiment dans l'intégralité. Hein. Là, c'est le verso. Et donc ici, vous avez juste un peu de blanc. La tranche est rouge. Et en fait, j'ai déjà lu... celui-là, je l'ai payé 13,90 €. 14 balles. Mais je trouve qu'il vaut clairement plus le coup que l'autre à 25 €. Voilà. Et en fait, ce roman, enfin cet auteur, j'ai lu son premier roman. Je crois que c'était son premier. En tout cas, c'est le premier qui est traduit. L'année passée. Je pense que c'était... Est-ce que c'était au début de l'année, au mois de janvier? Je pense que c'était pas l'année passée, c'était cette année. Je pense que c'était pas au mois de janvier, c'était de Fisherman.
que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé super chouette. C'était un roman un peu horrifique celui-là, hein, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc ça c'est sa deuxième publication, en tout cas qui est traduite chez nous. C'est un roman qui va parler d'une maison et peut-être manoir, je sais pas, quand on voit, c'est quand même une grande maison. Voilà, avec une disparition de quelqu'un et un mystère autour de cette maison. Ça m'intéresse beaucoup, donc à mon avis on est encore sur quelque chose d'un peu horrifique. Ça me dit vraiment bien. On est sur quand même le roman 752 pages, en fait je n'achète que des romans énormes. En plus, regardez-moi l'écriture quoi. Il y a beaucoup de texte. Je crois qu'il n'y a pas des masses de dialogue en fait. Là, en voyant comme ça vite fait, pas beaucoup de dialogue. Il y en a, hein, mais à mon avis c'est le roman... bon, après il s'y peut-être très vite parce qu'il est génial, hein, j'en sais rien, mais voilà. Après je le trouve très joli. J'avais vraiment envie de lire le second roman de cet auteur, parce que j'avais beaucoup aimé l'année passée, donc voilà. Pour mes achats du moment, je vous retrouve plus tard avec les lectures que j'ai terminées, parce que il y a 2 livres dont je dois vous parler, mais je vous en parlerai plus tard. Et coucou, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. On est vendredi, youpi, hurrah. On a cru qu'on n'y arriverait jamais, mais on est arrivé. Veille de week-end. Du coup, un petit peu de motivation pour prendre la caméra et vous filmer mon avis sur mes 2 dernières lectures. Je vais donc vous parler de ce roman Miniaturiste de Jessie Burton. On n'est pas sur un roman très récent. Voilà, c'est vrai qu'il est sorti il y a je sais pas combien de temps. Ça a été publié chez Gallimard de base. Et la première publication a eu lieu en 2014. Donc bon, bah voilà, le truc, il a 11 ans. Et c'est pas le livre tout récent. En fait, je l'ai lu parce que ça fait déjà 2 ans, je crois qu'il est dans ma pile à lire. Je pense que je l'avais acheté début 2024. J'avais fait une vidéo dans laquelle je vous disais que j'allais lire les coups de cœur de mes booktubeuses préférées. Et celui-ci faisait partie de la sélection. Donc ça avait été le coup de cœur d'une booktubeuse. Je ne sais plus vous dire qui c'était. Je pense que c'était pas les Chroniques du Hérisson. Je ne sais plus. Je vous avoue que en fait je ne suis presque plus aucune chaîne booktube actuellement, donc je ne sais plus trop. Mais il me semble que c'était cette chaîne-là. Voilà, ça avait été vraiment son coup de cœur de l'année 2023. Elle avait adoré et du coup je l'avais acheté pour le lire, hein, forcément, en espérant que j'allais passer un très bon moment aussi. Et en fait il est resté dans ma pile à lire. Je me suis jamais décidée à le sortir. Et là je me suis dit c'est bon, ça fait trop longtemps qu'il est là, maintenant il faut le sortir. Et c'est pour ça que je l'ai lu. L'envie n'était pas forcément là, mais c'est juste que j'en avais marre de le voir traîner. J'ai pas tellement de livres, moi, en fait, dans ma pile à lire. Faudrait que je vous montre un petit peu ce que j'ai dans cette pile à lire. C'est vrai qu'elle est pas si grande que ça, au final. Et moi, j'aime pas faire traîner les livres. Si j'achète un livre, c'est que vraiment je compte le lire. Je vais pas le laisser là pour rire. Non, c'est que vraiment je veux le lire. Et ben forcément, je me souvenais plus, de quoi ça parlait, tu penses, après 2 ans. Je savais plus du tout. Et du coup, c'est une assez bonne surprise. J'ai pas été non plus hyper transportée. Je trouve pas que c'est excellent. C'est pas un roman... c'est pas un roman excellent. Mais j'ai passé un bon moment. En fait, c'était un roman historique. Ça faisait un bout de temps que j'en avais pas lu. Donc j'étais contente de retrouver ce genre littéraire. Parce que moi, j'aime quand même bien les livres historiques. Je pourrais pas lire ça tout le temps. Mais de temps en temps, j'aime beaucoup. Et il y a un petit côté... fantastique, mais c'est vraiment minuscule ce côté, et ça met un peu de piment dans l'histoire. En fait, l'autrice s'est basée sur... je vais vous montrer, là c'est une photo au début du livre. Bon, la photo du coup elle est en noir et blanc, donc c'est pas dingue. Hein. En fait c'est une maison de poupée. Enfin, une maison de poupée. Non, c'est une maison miniature. Maison miniature de Petronella Hortman, qui est donc... qui appartient dans un musée à Amsterdam. Et en fait, elle s'est basée sur ça, cette maison miniature, pour créer une histoire autour de Petronella Hortman. Elle fait c'est un petit peu dans le même style que Tracy Chevalier, qui avait écrit un livre sur la jeune fille à la perle. Livre que j'avais adoré, j'aime beaucoup ce tableau, je l'ai en super grand format chez moi. J'adore ce tableau, les gosses ça leur fait peur à crever, ils aiment pas du tout, surtout que le tableau il est immense. Mais moi j'adore la jeune fille à la perle, vraiment j'avais adoré ce roman, j'ai vu le film, j'ai adoré le film.
Et donc on est un peu dans le même esprit. Voilà, elle va inventer la vie de cette personne qui donc vit aux Pays-Bas, à Amsterdam, et ça j'ai trouvé sympa parce que je n'avais jamais lu de roman qui se déroulait aux Pays-Bas, et encore moins à cette époque. Donc on est dans les années 1600, je crois, attendez, parce que 1680 je pense, ouais c'est ça, on commence à mi-octobre 1686. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir un petit peu les mœurs de l'époque à cet endroit. Après, est-ce que tout ce qui est dit ici est vrai? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passait à l'époque? Je ne sais pas. Je connais pas du tout cette période historique dans ce pays, donc je peux pas juger. Je fais confiance à l'autrice. J'espère qu'elle a pas trop brodé des choses qui ne se passaient pas comme ça à l'époque. Et donc on suit la vie de Nella qui va se marier à un riche commerçant. Elle intègre donc la maison de cette personne qui est donc beaucoup plus vieux qu'elle, hein, comme c'était souvent le cas à l'époque. Cet homme a une sœur et 2 domestiques. Alors la sœur, elle est imbuvable. C'est pas dingue, elle est vraiment pas très sympa, c'est la maîtresse de maison, et donc du coup, Nella, pour elle, c'est un peu compliqué de se faire sa place dans cette maison. Et son mari, en fait, elle va attendre qu'il agisse comme un mari, c'est-à-dire partager son lit, hein, parce qu'elle veut fonder une famille, sauf que apparemment lui ça le branche pas trop. Et du coup Nella, elle va très très mal vivre la chose, et son mari, pour je sais pas si on peut dire que c'est pour la consoler, mais en tout cas en guise de cadeau de mariage, va lui offrir la maison miniature. Mais cette maison miniature est vide. Elle représente en fait leur maison à eux, la vraie maison. Donc en fait c'est leur vraie maison, mais fait en miniature, avec les mêmes pièces, etc. Mais il n'y a pas de meubles dans cette maison. Il appartient donc à Nella de trouver des artisans qui vont meubler sa petite maison. Elle va tomber sur l'annonce d'un miniaturiste. Elle va le contacter pour lui demander de fabriquer certaines choses pour sa maison. Sauf qu'en fait, quand un livreur vient donc déposer la commande, il y a bien ce qu'elle a demandé, mais il y a des choses aussi en plus, des choses qu'elle n'a pas demandé. Et en fait, il y a une relation qui va se créer entre cette personne, le miniaturiste, et Nella. Elle va recevoir régulièrement des objets qu'elle n'a pas demandé, et elle va se rendre compte qu'en fait, ces objets lui montrent l'avenir. Il y a des indices sur les objets qui montrent en fait des choses qui vont se passer. Et voilà, en fait l'aspect un peu fantastique, c'est uniquement ça. Donc vous voyez, c'est pas fou, hein, l'aspect fantastique, il est vraiment minime, et en plus ça n'a pas énormément de conséquences sur l'histoire. Donc voilà, en gros c'est ça, c'est l'histoire de Nella. Il y a un tome 2, je vous suggère de ne pas lire le résumé du tome 2 parce qu'il spoil clairement le tome 1, la fin du tome 1. Je crois pas que je vais lire le tome 2. J'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus une énorme envie de découvrir la suite de cette histoire. Je suis pas non plus happée de fou, quoi, même si j'ai passé un bon moment. Ouais, je pense d'ailleurs que le roman, je ne vais pas le garder. Je vais le prêter à ma tante pour qu'elle le lise parce que je pense que ça va lui plaire. Et une fois qu'elle l'aura lu, qu'elle me l'aura rendu, je vais le revendre parce que c'est pas une histoire que je vais pas avoir envie de le relire ni de me replonger dedans. Et je vous dis, je lirai sans doute pas le tome 2. Mais c'était pas mal en tant que roman historique, franchement c'était pas mal, je l'ai lu quand même assez vite, c'est bien écrit. Je trouve en fait que la plume est assez exigeante, je trouvais au début, je devais parfois me concentrer pour lire les phrases parce que c'était assez recherché comme style. Ça me dérangeait pas, mais du coup ça m'interloquait un petit peu parce que c'est vrai que je suis pas trop habituée à lire ce genre de romans. Vous savez, quand vous lisez des thrillers, etc., des romans policiers, le style est pas... en fait, l'auteur ne mise pas vraiment sur son style littéraire, quoi. C'est plus sur l'histoire, le rythme, etc. Ici, le style... la plume est un peu plus exigeante, tout ce que je peux lire habituellement. Finalement, je me suis habituée. Je crois qu'au fur et à mesure du roman, elle est de moins en moins exigeante. Il y a peut-être de moins en moins de descriptions. Ou alors c'est moi qui me suis habituée, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, la plume, elle était vraiment sympa. Voilà. Roman historique que je peux vous conseiller si vous êtes intéressé par ce pays, les Pays-Bas et cette période historique. Écoutez, pourquoi pas. C'est pas le meilleur roman historique que j'ai pu lire, mais il s'est laissé lire tout seul, vraiment. En numérique, j'ai lu Le couple d'à côté de Sheri Lapena, je sais pas comment ça se prononce, je vous mettrai la couverture, qui est pour moi un thriller domestique. J'ai apprécié le roman, après je l'ai pas trouvé
incroyable non plus. Je trouve que vraiment il a les mêmes problèmes que ce que je décèle habituellement dans ces espèces de thrillers domestiques américains. En fait, les personnages sont toujours hyper clichés. C'est toujours le même style de personnage que tu retrouves dans ces romans. Et voilà. C'est un peu dommage, en fait. Ici, on va suivre donc un couple. Ils ont une petite fille de 6 mois. Un soir, ils décident d'aller manger chez leurs voisins. Leurs maisons sont vraiment accolées et ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas envie de prendre leur bébé avec eux. Parce que le bébé est assez exigeant, pleure beaucoup, etc. Donc ils l'endorment, ils le laissent chez eux, ils prennent le babyphone chez les voisins. Babyphone, donc comme ça ils entendent si le bébé se réveille. Et toutes les demi-heures, il y a un des deux parents qui va voir si la petite se porte bien. La soirée se passe, soirée pas géniale, surtout pour la mère. Et donc toutes les demi-heures ils vont voir ce bébé, sauf que quand la soirée se termine à 1h du matin, ils rentrent chez et là, en fait, le bébé n'est plus dans son petit lit. Le bébé a disparu. Donc, évidemment, les parents sont effondrés. Ils appellent la police. Et donc, il y a une enquête qui va être menée. Qu'est-il arrivé à ce bébé? Est-ce qu'il a été kidnappé? Est-ce que c'est la maman qui a pété un câble et qui a tué son enfant et qui l'a dissimulé? Est-ce que c'est le père qui l'a enterré peut-être? Parce que la mère est en dépression postpartum. Elle se fait suivre par une psychiatre. Elle prend des antidépresseurs, etc. La police, en fait, soupçonne tout le monde, soupçonne surtout les parents. Pour la police, c'est un des deux parents qui a fait le coup, voire les deux. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le résumer parce que il y a plein de rebondissements, plein de choses qui se passent. À la moitié du livre, on sait qui a fait le coup, on sait ce qui s'est passé. Mais suite à cette révélation, il y a d'autres choses qui vont découler de ça. C'est assez rythmé. J'ai passé un bon moment de lecture, j'avais envie de connaître la fin. J'avais pas forcément deviné vraiment la toute fin. Après, encore une fois, c'était pas non plus un thriller domestique incroyable. Ça se laisse lire, mais je vous dis, les personnages sont assez clichés. C'est une famille riche, la gonzesse, ses parents, enfin surtout sa mère, elle est ultra riche, elle a un beau-père. Elle se sent moche après sa grossesse, t'as la voisine qui est hyper canon, qui drague tous les mecs. Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était hyper cliché famille américaine aisée. Et j'ai souvent rencontré ça dans ce style de roman, donc on va dire que j'ai rien lu de neuf. J'avais l'impression que c'était un peu du réchauffé entre plusieurs livres que j'ai pu lire, des films aussi que j'ai pu voir. Du coup, voilà, c'était chouette, mais ça casse rien. C'est pas que je vous le conseille pas, mais il vaut pas non plus le détour. Voilà, tout simplement. C'est une lecture plaisante, mais ça s'arrête là. J'ai ressorti mes petits mugs de Noël, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo vlog précédente. Celui-ci, c'est un Caro from Moonland. Vous avez ici, hop, une inscription à l'intérieur. Je sais plus c'est celui de quelle année. On peut plus le trouver malheureusement parce que en fait Caroline, dès que ses collections sont épuisées, elle réédite pas. Donc elle fait à chaque fois des choses nouvelles, mais elle ne réédite pas ses anciennes collections. Donc en fait, dès que vous avez un produit qui est en rupture de stock, vous pouvez plus le retrouver. Voilà, c'était sa collection maison en pain d'épices. Je trouve assez sympa ce mug, j'aime vraiment bien. Voilà donc pour les 2 dernières lectures. Je vous ai parlé dans le rush précédent de mes lectures en cours. Donc l'énigme de la Stuga, j'ai presque fini. Il me reste, je sais pas combien il me reste de pages. 60, un truc comme ça. Donc je vais le terminer, je pense que je vais essayer de le terminer ce soir. Le livre numérique Nous rêvions juste de liberté, je suis à la moitié. Et j'aime toujours pas. Voilà. Je ne vois toujours pas, en fait, ce qui a séduit tant de personnes. Je persiste, mais j'aime toujours pas. Donc bon, voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous dirai mon avis final de toute façon, mais ça ne s'améliore pas dans ce que je ressens par rapport à ce roman. Bon, en tout cas, je vais vous laisser ici pour ce rush vidéo et je vous retrouve plus tard pour la suite. Et coucou, bienvenue dans la suite de ce vlog. Je vous retrouve parce que j'ai terminé aujourd'hui le livre de Henri Lovenbruck, donc Nous rêvions juste de liberté. Et j'avais vraiment envie de vous en parler tant que l'histoire est encore très fraîche. Donc je l'ai terminé là il y a 5 minutes. Donc vraiment c'est c'est tout frais dans ma tête. C'est vraiment une réaction à chaud. Mais vu que je l'ai quand même traîné sur pas mal de jours,
j'ai bien eu le temps d'y penser et de préparer un petit peu ce que j'allais dire dans cette vidéo. Je sais que je vous en ai déjà parlé dans les rushs précédents. Je sais plus trop ce que je vous disais. Je crois que dans le dernier rush, je vous disais que j'en étais à 50% de lecture et que je n'aimais toujours pas ce que je lisais. Écoutez, je l'ai fini et franchement, mon avis est pas terrible. J'ai pas forcément aimé ma lecture. Je pense que s'il y a des gens qui ont apprécié ce livre et qui tombent sur ma vidéo, je risque de me ramasser des commentaires pas sympas parce que quand je vois un petit peu les commentaires sur Babelio des personnes qui ont mis 5 étoiles, qui ont adoré, vraiment les gens ont pleuré, ils ont trouvé ce livre fabuleux, poétique, avec des extrêmement belles leçons de vie, etc. Et moi en fait je vais tout déglinguer ici, je l'ai déjà fait au début de la vidéo et je vais continuer parce qu'en fait moi je ne suis absolument pas touchée par ce que j'ai lu. J'ai essayé de comprendre l'engouement parce que vraiment c'est général quoi, t'as très peu d'avis négatifs, mais quand je vois les avis négatifs, en fait je suis complètement du même avis que ces personnes-là, donc je me dis que je ne suis quand même pas la seule à avoir eu ce sentiment. Je comprends ce qui a pu plaire, mais moi je ne rejoins pas du tout l'avis des gens qui ont aimé en fait ce roman. De par les leçons de vie qui sont données dans le roman, en fait moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord et du coup en fait ça me touche absolument pas. J'ai juste envie moi de me dire que ces gamins, ce sont juste des voyous qui font de très mauvais choix dans la vie. Leur objectif c'est la liberté, mais je pense qu'ils se trompent complètement en fait. Pour moi déjà la liberté c'est quelque chose qui n'existe pas réellement, ou en tout cas on a chacun notre conception de la liberté. De toute façon, moi je pense qu'on est dans une société avec donc des règles, et ce qui fait que la liberté en tant que telle n'existe pas réellement, et tant mieux, parce que s'il n'y avait pas de règles, c'est déjà le bordel comme ça, mais imaginez s'il y avait pas de règles en fait. Et pour moi la liberté, on a tous notre propre définition. Moi je me sens libre dans ma vie, bien que voilà, j'ai des obligations, j'ai un travail, et donc oui je ne suis pas libre de faire ce que je veux la journée, mais j'ai choisi cette vie. Tout ce que j'ai dans ma vie, c'est le résultat de mes choix. Des choix que j'ai fait il y a très longtemps, d'autres que j'ai fait plus récemment peut-être. En tout cas, je suis responsable. Et donc pour moi, c'est vraiment... Moi, je me sens libre de ce fait-là parce que j'ai choisi. Et si demain, je ne veux plus de ça, je sais que je peux changer de vie. Alors, il y aura des conséquences hyper graves. Clairement, je changerai pas de vie. Hein. Ma vie me convient comme ça. Mais je veux dire que le choix, je l'ai. Et je pense que quelque part on l'a tous. Donc pour moi je suis pas du tout d'accord avec l'auteur en fait. Je rejoins pas du tout sa façon de voir les choses, et du coup non, je n'ai pas aimé par rapport à la fin qui est hyper émouvante. J'avoue qu'elle est très émouvante, c'est vrai. Je comprends que des gens aient pu verser leurs larmes. Ça n'a pas été mon cas parce qu'en fait je n'aime pas les personnages, je ne les ai pas aimés, aucun, parce que pour moi ils sont juste débiles en fait, ils sont idiots, pour moi ils gâchent leur vie, et du coup je peux pas avoir d'empathie pour des personnes qui gâchent leur vie comme ça. Le roman parle beaucoup de drogue. Pour moi, quelqu'un qui se drogue, mais vraiment avec des drogues dures, cocaïne et compagnie, j'ai pas d'empathie moi pour ces gens-là, parce qu'en fait, encore une fois, c'est un choix. Tu choisis de te détruire, tu choisis de gâcher en fait le cadeau de la vie, et donc moi j'ai pas d'empathie pour toi. C'est pas possible. Ils boivent, ils sont tous alcooliques, parce que oui, à un moment donné c'est de l'alcoolisme, hein, faut pas, enfin je sais pas, tu bois tous les jours et tu te mets une mine tous les jours, et à un moment donné t'es alcoolique quoi. J'ai pas d'empathie pour ces gens-là non plus. Tu le choisis. Donc tout ce qui est addiction, moi je n'ai pas d'empathie pour les gens qui ont des addictions. Et du coup, ben là, il leur arrive des trucs très moches, mais c'est leur faute en fait. Ils sont responsables de ce qui leur arrive. Donc non, moi j'ai pas de peine pour eux. C'est leur choix.
Du coup, voilà, moi vraiment ce roman, je peux pas, j'ai pas pu adhérer, vraiment, je vous dis, j'ai été jusqu'au bout, hein, pour essayer de comprendre. Je pense que j'ai pu comprendre ce qui avait plu comme ça aux gens. Enfin, je sais pas, je pense que les gens se sont arrêtés sur le fait que c'était le fait que ces garçons voulaient vraiment mener une vie en dehors de la société, selon leurs propres règles. Mais encore, ils s'estiment libres, mais ils le sont pas parce qu'en fait, ils font partie d'un club de motards. Et donc, en fait, t'as toutes les règles qui régissent ce monde-là. Moi, c'est un monde que je connais pas et que je n'aime pas du tout. Je déteste même. Pourtant, mon conjoint est motard, hein, mais moi, j'aime pas du tout ce monde-là, avec toutes leurs règles, l'honneur, le respect. Mais quelle connerie, quoi. Enfin, non, pour moi, c'est vraiment des conneries. Et je trouve pas ça beau, je trouve pas que ce sont des belles valeurs. L'amitié est très fortement mise en avant ici. Et je peux pas vous spoiler l'histoire en fait, donc je ne peux pas vous dire exactement ce que je pense par rapport à ce thème-là, c'est très compliqué. Mais en gros, je m'y attendais. Je m'y attendais parce que je n'y croyais pas. Depuis le début, je n'y croyais pas. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Je pense que je vais vous spoiler l'histoire après, pour ceux qui veulent vraiment avoir mon avis complet. Là, je reste dans la partie sans spoil. Tu as le thème aussi, comme ils sont très dans la liberté, tu as l'amour libre. Donc t'as des filles qui sont là, qui vont d'un garçon à l'autre et je sais pas, ça pose de problème à personne. Encore une fois, c'est un choix de vie. Hein. Moi, je n'adhère pas. Ce n'est pas possible pour moi. Alors, c'est expliqué en fait. Hein, vraiment, tous les choix qu'ils font sont justifiés quelque part dans le roman. Mais moi, j'adhère pas malgré les justifications. Non, moi, j'ai pas pu m'empêcher tout au long de ma lecture de me dire. Mais vous êtes vraiment stupide, vous êtes bête, vous gâchez le cadeau de la vie et ça, moi, je peux pas le cautionner en fait. Par rapport à la plume de l'auteur, je vous en avais déjà parlé, du fait que moi je trouve que c'est mal écrit. Écoutez, je vais rester sur mon avis. Alors en fait, je pense qu'il a un style d'écriture, c'est particulier. Je crois que certains trouvent ça poétique comme style d'écriture. C'est pas mon cas. Voilà, moi je trouve que c'est pas bien écrit, Pour finir, je me suis habituée au style d'écriture très oral, mais j'aime pas. Non, j'aime pas ce style d'écriture, c'est comme ça c'est très subjectif, c'est moi par rapport à tout ce que j'ai pu lire auparavant, et moi j'accroche pas du tout, donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font que ce roman, pour moi, c'était vraiment, je vais pas dire un supplice, mais c'était pas un bonheur sans nom non plus, quoi. Hein. J'y retournais pas en me disant ouais, je suis trop contente de lire la suite. Non. Et j'étais vraiment impatiente d'arriver à la fin pour clôturer cette lecture, vous en parler et laisser ça dans un coin de ma tête. Parce que non, rien ne m'a plu dans le roman, malheureusement. Je vais passer à la partie de la vidéo où je spoil l'histoire. Donc si vous ne voulez pas être spoilé par la fin du roman, passez au chapitre suivant. Donc dans cette histoire, comme je vous l'ai dit, on suit une bande de potes, ce sont des petits voyous et ils vont décider, donc ce sont des motards, et ils vont créer finalement leur club de motards. Ils vont parcourir donc les États-Unis, ils vont rencontrer d'autres clubs, etc. Ça va se castagner, il va y avoir des bastons, il va y avoir des meurtres à un moment donné. Il y a beaucoup de drogue, beaucoup de sexe aussi. Beaucoup de bagarres. L'honneur et le respect est fortement mis en avant dans ce roman, mais pour moi le respect et l'honneur c'est pas ça en fait. Donc je suis même pas d'accord avec ces valeurs-là que l'auteur met en avant dans le roman. Ensuite, en fait donc c'est vraiment l'amitié tient une place centrale, hein, puisque vraiment tous ces garçons se considèrent comme des frères. Et la fin de l'histoire, c'est que en fait ils sont 5 et ils vont
tous trahir celui qui a conçu en fait ce groupe. Donc Bohème, c'est vraiment lui qu'on suit, c'est lui qui raconte l'histoire. Et en fait, ces 4 potes vont tous le trahir pour sauver leur peau. Et donc Bohème va finir il va finir en prison. Et 6 ans après son incarcération, il va être euthanasié. Donc c'est plus la chaise électrique, c'est par une injection létale. Et en fait c'est ça, le roman se finit comme ça. Et donc c'est vrai que c'est super triste. La fin, l'épilogue est très très triste. Mais en fait moi depuis le début je m'attendais à ça. Parce que c'est pas que je crois pas en l'amitié. Mais je crois en l'amitié, mais pas une amitié dans ce style-là. Pas une amitié basée sur tout ça quoi, sur je sais pas moi, la drogue, l'argent aussi, parce qu'en fait à un moment donné voilà, leur club de motards prend de l'ampleur et il y a beaucoup d'argent qui circule. Une fois que tu as le pouvoir et l'argent qui circule, tout le reste ne compte plus. Et j'étais sûre que ça allait finir comme ça, donc j'ai même pas été étonnée de la fin. J'ai trouvé ça triste, oui, mais en même temps pour moi c'est la réalité de la vie en fait. Alors je suis peut-être quelqu'un qui est très pessimiste, qui a beaucoup de désillusions, peut-être. Je crois pas au genre humain, je crois pas en la bonté de l'humain en fait. Donc pour moi c'était clair que ses potes allaient le trahir, que c'était clair qu'ils allaient tous sauver leur peau, et voilà, le fait qu'il y ait l'argent et le pouvoir en jeu, ça réveille en fait en l'humain ce qu'il y a de plus moche, et donc pour moi c'est pas du tout étonnant. Voilà, en soi, je pense que, enfin voilà, j'ai spoilé en gros, mais voilà, l'histoire c'est vraiment ça. On suit de toute façon l'histoire de Bohème, mais il meurt, l'histoire commence quand il a 16 ans, et je pense que à partir du moment où il est incarcéré en prison, il a peut-être une petite vingtaine d'années, quoi, qui est tout jeune. Et en même temps, ils ont vécu tellement de trucs, tu te dis, quelle vie de merde en fait. Donc voilà, je vais arrêter la partie spoil ici. Voilà, donc je vous reprends, voilà mon avis pour ce roman. Écoutez, chacun a le droit d'avoir son propre avis, et je peux comprendre que si vous avez vraiment eu un coup de cœur pour ce roman, ça me fasse de la peine que j'en parle de façon pas super chouette, mais y a rien à faire. Voilà, quand t'es pas touché par une histoire, par même la plume de l'auteur, quand ça le fait pas, c'est comme ça. Écoutez, si vous avez envie de le découvrir, allez-y, parce que vraiment il a plu à beaucoup de gens, et moi je suis vraiment une exception dans par rapport à ce roman, quoi, puisque tout le monde a aimé. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour mon avis final. En numérique, donc j'ai pas encore commencé un nouveau roman puisque je viens de le terminer, mais par contre en format papier, j'ai commencé celui-ci. Donc c'est le prix Goncourt de cette année, hein. La maison vide de Laurent Mauvigné, publié chez les éditions de Minuit. Je suis pas encore à la moitié, vous voyez, j'ai lu ça. Il y a 740 pages dans ce roman. C'est très long. Voilà. C'est très très long. Ce roman, je pense mettre plus de 2 semaines à le lire, parce que vraiment je ne me vois pas avancer dans ce roman. Pourtant j'essaye de lire assez souvent. Et en vrai, j'aime bien ce que je lis. Je suis dans l'histoire et j'ai envie d'y retourner. Ça, par contre, c'est le cas. Je suis à la page 330. J'aime bien, mais c'est vrai que c'est extrêmement long comme roman. Il y a aucun dialogue. Dis donc, c'est 740 pages de texte sans dialogue. Et ça, c'est dur. C'est dur parce que oui, tu te vois pas avancer, et en plus, il n'y a pas vraiment de... Alors, il y a des chapitres, oui, mais je vais vous montrer en fait les chapitres. Voilà, ça c'est un chapitre. T'as pas de page blanche entre les chapitres. Vraiment, le texte se suit. C'est 740 pages pleines. Donc, c'est long. C'est long. Mais... en vrai, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire. On suit donc l'histoire de l'auteur, hein. Laurent Mauvigné, c'est vraiment il raconte l'histoire de sa famille. Et ça commence dans les années 1800... Enfin, je vais même pas savoir retrouver, puisque t'as pas d'année ni rien. Donc,
En fait, je me suis fait un petit arbre généalogique. Ça, c'est un truc qu'il aurait fallu penser à mettre dans le roman. Un arbre généalogique. Parce qu'au début, moi, j'étais complètement paumée. Donc, je me suis fait mon petit arbre généalogique pour m'aider. Ouais, ça commence fin des années 1800. Et on va suivre, en fait... on va suivre Firmin et sa femme et leur fille, Marie-Ernestine. Donc en fait, Marie-Ernestine, c'est... attendez que je vérifie. C'est l'arrière-grand-mère de l'auteur. Voilà, on va commencer par suivre l'histoire de ces personnes. Je trouve que la plume... Ici, moi, je trouve que c'est bien écrit. Voilà, je trouve que la plume est très très jolie. Je trouve que les émotions sont super bien retranscrites. C'est un truc de fou en fait. Je vraiment, tu ressens les choses à l'intérieur de toi. C'est vraiment bien. Après, ce que je pourrais reprocher quand même à la plume, parce que tout n'est pas parfait dans le roman, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de redites, pas de mots répétés, hein, mais de sentiments, de scènes. Il y a beaucoup de répétitions dans les choses. C'est pour ça aussi que c'est si long. Je pense qu'il aurait pu faire plus court, quoi. Aller plus vite, droit au but. Parce que voilà, parfois il y a des trucs que je lis, je me dis, oui, mais bon, tu l'as déjà dit, ça va, on a compris. Avance, quoi. C'est une sensation que j'ai quand même pas mal, qui revient assez régulièrement. Et bon, bah c'est un peu dommage. Mais sinon, à part ça, j'aime beaucoup. C'est assez triste hein, quand même comme histoire. Enfin, en tout cas, là pour le moment, on suit surtout la vie de Marie-Ernestine et un petit peu de sa maman avant, qui a pas eu une vie hyper folichonne. La Marie-Ernestine, là, c'est pas terrible non plus. Là, actuellement, on est en 1916. On la suit vraiment de son enfance, son adolescence. On découvre vraiment quelle personne elle était, c'est très très détaillé. Après, l'auteur le dit quand même régulièrement dans son livre que il suppose que ça s'est passé comme ça. Il le dit bien parce que il y a des faits hein, qu'il connaît sur sa famille, mais forcément il peut pas prêter des émotions à ses ancêtres parce que enfin, c'est pas possible quoi. Il les a pas connus, ils étaient pas dans leur tête, il y a pas de journaux intimes ou quoi. Il ne fait que des suppositions et il le dit bien. Et donc nous on se laisse embarquer tout en se disant que c'est peut-être pas exactement comme ça que ça s'est passé ou c'est peut-être pas exactement ce que la personne pensait ou elle avait peut-être pas exactement non plus cette personnalité. Mais en tout cas le récit se tient et on a vraiment la sensation de lire l'histoire de quelqu'un quoi, une histoire vraie. Qui n'est pas forcément extraordinaire, mais juste la vie d'une famille sur plusieurs générations, et moi j'aime bien. Vraiment, j'aime vraiment bien. Je pense qu'il va y avoir, je suppose, hein, des secrets de famille, je sais pas trop. En tout cas, pour le moment, les femmes qu'on suit, c'est assez triste parce qu'elles ont pas eu une super vie en fait. Elles étaient à la merci de leur mari comme beaucoup de femmes à l'époque. Et en fait, je pense que j'aime bien parce que ça rejoint un petit peu mon histoire familiale à moi, de ce que ma grand-mère, en tout cas, a déjà pu me raconter. Moi, j'ai une grand-mère qui a 94 ans, donc qui est née en 1931. Elle est toujours là. Et j'aime bien quand elle me parle de son passé. Elle me parle, je suis très souvent questionnée sur sa maman, donc mon arrière-grand-mère, et... elle a des choses forcément qui peuvent pas être dites, des questions que j'ai jamais osé poser, que j'oserais jamais poser, mais je sens que c'est vrai, enfin je sais pas, ça rejoint très fort mon histoire à moi, surtout qu'ici c'est aussi une famille qui vient de la campagne. Après ils sont riches, hein, voilà. Eux, nous on n'est pas riches dans la famille, mais eux ils sont riches, ils ont plein de terres, des domaines, tout ça. Donc t'as cet aspect-là aussi en plus, mais puis ça se passe en France aussi, hein, pas en Belgique. Mais ouais, c'est chouette. En fait, j'aime bien. Ce qui m'embête, c'est que je me vois pas avancer. J'ai l'impression que je lis énormément et en même temps, j'ai la sensation que d'être toujours au même point dans le roman. Je vois pas les pages qui défilent. C'est un peu frustrant ça, hein, comme sensation. C'est vrai que moi, c'est pas une sensation que j'apprécie beaucoup quand je lis un livre.
mais je m'accroche parce qu'en soi j'aime bien l'histoire, donc voilà. Puis ça me tenait à cœur de lire le prix Goncourt. J'aime bien en fait lire les prix Goncourt. Je l'ai fait l'année passée, j'ai lu celui de 2023 aussi, et je trouve ça assez intéressant. Ça permet aussi de lire des livres que j'aurais peut-être pas lus autrement. C'est vrai que celui-là, s'il n'avait pas gagné le Goncourt, je l'aurais pas lu. Mais ouais, je sais pas, c'est chouette. J'aime bien. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour ce rush vidéo. Je vous retrouverai plus tard avec la suite. À mon avis, est-ce que je vais vous parler, est-ce que je vais clôturer ce vlog avec la fin de ma lecture de La Maison Vide? Je sais pas, parce que je sais que j'en ai encore pour plus d'une semaine, ça c'est sûr. Écoutez, je ne sais pas, je verrai bien. En tout cas, je vous filmerai encore un petit bout de vidéo. Donc je vous retrouve de toute façon plus tard. Je voulais vous montrer aussi ces petits achats que j'ai fait là tout récemment. Je fais jamais de puzzle, mais là ça va être les vacances. Et je me suis dit qu'avec les enfants, ça pourrait être sympa de faire ça tous ensemble. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris des puzzles sur le thème de Noël. Celui-ci c'est un Clementoni, je sais pas comment ça se prononce. C'est le magasin de jouets. Je pense que c'est celui-là. Ouais, je pense qu'il s'appelle comme ça. Et j'ai pris celui-ci aussi, bon, qui est arrivé avec la boîte un peu défoncée. Ils sont neufs. Hein. Celui-ci chez Ravensburger. Et en fait, celui-là, il brille dans le noir apparemment. Voilà, je trouve que le dessin est super joli. J'aime bien. Celui-là, il fait un peu Noël vintage, comme ça, un peu Noël anglais. Je trouve cool. J'ai pris des 500 pièces. Comme vraiment je suis pas du tout habituée à faire des puzzles et que je vais faire ça avec les enfants, je me suis dit 500 pièces pour commencer, ce serait pas mal. Donc j'ai pris ces deux-ci. Si vous avez des chouettes marques de puzzles très jolies sur le thème de Noël à me conseiller, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Parce que du coup, je sais pas combien de temps ça va nous prendre pour faire ça, mais je me dis j'en achèterai peut-être d'autres pendant les vacances. On verra. J'ai terminé La Maison Vide de Laurent Mauvigné, donc le prix Goncourt 2025, et je dois vous dire que j'ai adoré ma lecture. Je pensais pas aimer autant et je suis vraiment contente parce que le roman est énorme. Il y a 740 pages. Je pensais mettre 2 semaines pour le lire, j'ai mis 12 jours, donc c'est moins que ce que j'avais prévu. Youpi, je suis contente. Je suis soulagée de l'avoir terminé parce que c'est vrai que ça me semblait quand même assez long. Et en même temps, j'ai pas vu le temps passer parce que j'ai vraiment apprécié ma lecture. J'avais très envie d'y retourner tous les jours. C'était pas du tout une lecture pénible. Même si c'est vrai qu'à certains moments j'avais des sensations de longueur parce que l'auteur se répète quand même pas mal. Mais au final, je me suis beaucoup attachée à cette famille puisqu'on va suivre la famille de l'auteur, hein, donc de Laurent Mauvigné. Mais on va suivre sa grand-mère Marguerite et son arrière-grand-mère Marie-Ernestine, surtout. Aussi son arrière-arrière-grand-mère, on la suit également au tout début du livre, mais vraiment ça se concentre surtout sur son arrière-grand-mère et sur sa grand-mère. On sait qu'il y a eu une scissure à un moment donné dans la famille vis-à-vis de sa grand-mère. Sa grand-mère, il y a eu un gros scandale vis-à-vis d'elle et on ne sait pas ce que c'est. On l'apprend vraiment tout à la fin du roman. C'est pas une histoire où vraiment il y a beaucoup d'enjeux, il y a une intrigue de malade. C'est vraiment un récit biographique, enfin autobiographique du coup, mais pas sur la vie de l'auteur. Vraiment sur sa famille. Il ne parle pas de la vie de son père, par exemple. Alors on sait que son père s'est suicidé. Et il essaye de trouver des raisons à ce suicide dans les antécédents familiaux. J'ai bien aimé parce qu'en fait ça rejoint un petit peu le thème des douleurs transgénérationnelles. C'est un thème qui m'intéresse tellement. Et je trouve qu'ici c'est vraiment bien retranscrit, bien mis en lumière, bien expliqué. Alors l'auteur dit bien qu'il y a beaucoup de choses qu'il a inventées parce qu'en fait il connaît les grandes lignes de son histoire familiale que donc on lui a raconté, hein, des choses qui se sont raconté de génération en génération. On sait comment était l'arrière-grand-père, on sait quelle était la personnalité de l'arrière-grand-mère, ce genre de choses. Mais forcément, tout ce qui est plus subtil, les pensées de chacun des personnages, il a tout inventé. Et il le dit bien, hein, il le répète plusieurs fois. Je vous dis, il répète quand même assez souvent les choses. Il le répète plusieurs fois. Il a, je pense, eu besoin, en tout cas c'est ce qui me semble qu'il exprime, c'est qu'il a eu besoin de trouver
une raison à son histoire familiale, de pouvoir mettre en lumière en fait les personnes qui ont façonné celui qu'il est actuellement, et qui donc il aura inventé une histoire en se basant donc sur des faits qui ont réellement eu lieu. C'est un roman qui va beaucoup parler des guerres, des 2 guerres mondiales, donc 14-18 et 40-45, puisque les hommes de sa famille vont partir à la guerre, et ça va avoir de grosses conséquences en fait sur l'histoire de la famille. Et les 2 guerres ont de grosses conséquences aussi sur les femmes. C'est un roman qui parle beaucoup des femmes de sa famille. En fait, c'est un roman qui est super complet. Tous les personnages sont extrêmement bien exploités, sont bien analysés. J'ai trouvé ce roman très intéressant et en fait extrêmement réaliste, dans le sens où moi, il y a certains aspects de l'histoire qui sont un peu similaires à la mienne. Et en lisant ça, je me disais, ben oui, en fait, c'est vraiment comme ça que ça se passait dans les milieux agricoles. Les femmes, c'est vraiment comme ça qu'elles étaient traitées. Enfin, parce que j'ai déjà eu beaucoup de conversations, mais je pense que je vous l'ai déjà dit dans le précédent avec ma grand-mère. Et donc, du coup, ça me semble vraiment hyper réaliste. Et j'ai vraiment eu la sensation de lire l'histoire d'une famille. Et c'est le cas, hein, quelque part, par en tout cas les faits assez marquants de la famille. C'est aussi un roman qui fait pas mal réfléchir sur plusieurs sujets, mais vraiment que ça tourne autour de la famille, hein, sur ce que nos parents nous enseignent, sur le poids de l'histoire familiale aussi. Sa grand-mère Marguerite avait des parents avec une histoire assez forte, donc un père héros de guerre, mort à la guerre, 14-18, et puis sa mère était une pianiste avec un grand talent, et en fait ça a mis une grosse pression sur les épaules de Marguerite, qui a été très néfaste en fait pour elle, parce qu'elle elle a été vraiment le vilain petit canard de la famille. Sa mère ne l'a jamais aimée, on comprend pourquoi sa mère ne l'a jamais aimée, enfin je me dis que ça c'est les spéculations de l'auteur, hein. Il peut pas en être certain, mais il essaie de trouver une explication en fait. Pourquoi sa mère ne l'aurait pas aimé. Je trouve qu'il y a aussi un aspect qui est traité dans le roman par rapport aux femmes et par rapport donc l'histoire commence fin des années 1800, par rapport au fait que les femmes étaient la propriété de leur mari, en tout cas jusque dans les années 30, et que de ce fait-là, en fait, elles étaient vraiment au service de leur mari sur tous les plans. Je ne vais pas vous détailler plus que ça, je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et je pense que c'était vraiment le cas. C'est très difficile en fait à lire à certains moments parce que parce qu'en fait les femmes ne se posaient même pas la question, c'était comme ça et c'était tout, et il fallait faire avec. Et les mères disaient à leurs filles, enfin les mettaient en garde contre les hommes et leurs appétits. Et c'est vrai que moi j'ai déjà entendu ma grand-mère dire des choses par rapport à ça. Donc je pense que effectivement ce qui est dit ici n'est pas du tout exagéré. Je vous retrouve ici parce que je me suis fait interrompre. Donc voilà, on change de décor, mais on poursuit mon avis sur donc La Maison Vide. Je crois que j'étais en train de vous parler du fait que on parlait beaucoup des femmes et de ce qu'elles devaient endurer par rapport aux hommes. Ça explique aussi, je pense, beaucoup pourquoi la vie est comme elle est maintenant, pourquoi les femmes sont comme elles sont maintenant. Je trouve que les réflexions sont super intéressantes. On parle donc de la guerre, mais on parle aussi d'un aspect de la guerre pendant la guerre 40-45 que j'ai pas souvent, ou même jamais en fait, rencontré dans les romans. Je peux pas vous en parler parce que malheureusement ça spoilerait l'histoire. Donc je peux pas je peux pas vous dire de quoi ça parle, mais c'est un aspect que je ne connaissais pas, qui est, je trouve, effroyable. L'auteur montre en fait les conséquences de la guerre, même quand le pays a été libéré. Les Français, par rapport à eux-mêmes, en fait, ils ont fait des choses qui sont vraiment pas bien du tout, et je trouve ça hyper choquant. C'est un pan de l'histoire que je ne connaissais pas. Pourtant, j'ai déjà lu beaucoup de romans sur la guerre. Enfin, je veux dire, la guerre, voilà, on en a parlé, il y a eu des films, on a vu ça à l'école, j'ai lu des bouquins. Je pense que voilà, j'ai vraiment étendu mon champ
de culture, on va dire, par rapport à ça, et ben il y a encore des choses que j'apprends, hein, forcément. Et l'auteur parle de quelque chose ici de très grave qui a eu lieu à la fin de la guerre par rapport aux femmes, et je savais pas ça. Et franchement, c'est assez effroyable, mais ça fait aussi beaucoup réfléchir. Vraiment, c'est un roman, il est bien, il faut s'accrocher, parce que vraiment, c'est long. C'est vraiment long. Au final, moi, ça m'a pas tant dérangé que ça. Je me suis fait à la plume de l'auteur, qui est quand même un petit poil exigeante. Hein. Il y a des phrases, parfois, je devais les relire parce que c'était pas toujours très clair. Enfin, pas très clair. Disons que ouais, c'est un poil exigeant comme plume, mais ça va, on s'y fait, et franchement, moi, j'ai vraiment apprécié. C'est tout ce que j'aime, saga familiale avec un secret de famille sur plusieurs générations. J'ai trouvé ça super passionnant, milieu rural. Ouais, moi j'aimais bien. Franchement, le prix Goncourt 2025, moi j'adhère. Je le trouve très très chouette. En numérique, je me suis lancée dans la lecture de Cinabre de Nicolas Druard. J'adore cet auteur. J'ai lu, je pense, 3 romans de cet auteur. Je crois qu'il en a sorti 5. J'ai pas lu le dernier qui est Souffre. Cinabre, c'est son avant-dernier. Et franchement, il est hyper prenant. J'aime bien, je vois pas du tout où l'auteur nous emmène. C'est vraiment un roman, enfin c'est un thriller quoi. Assez sanglant quand même. Il y a beaucoup de mystères, et t'as une petite aura un peu paranormale quand même. Enfin, en fait il y a ça dans un peu tous ces romans, et il y a d'habitude toujours une explication. Donc je me demande ici quelle sera l'explication. C'est très intéressant comme histoire. On suit Elliot qui est infirmier. Et on suit également une équipe de policiers avec comme personnage principal de l'équipe Antoine. Donc cette équipe de policiers va enquêter sur des meurtres et aussi blessures, parce qu'il y a un petit malin qui s'amuse à trancher les membres, donc les bras, les jambes de personnes. On dirait que c'est un petit peu aléatoire. Même s'ils vont commencer à trouver des corrélations entre toutes ces personnes, donc il tranche des membres, mais là il est passé à la vitesse supérieure puisqu'il a tué 3 personnes, et donc l'équipe de police recherche cette personne, puisque les membres sont tranchés avec un katana, donc c'est vraiment très particulier. Donc on suit ce pan de l'histoire là, et on suit donc Elliot l'infirmier qui rêve d'être écrivain, qui en fait son cabinet d'infirmier, donc il a fait un espèce de cabinet avec 4 autres potes, se trouve en face d'un hôtel hyper célèbre mais très mystérieux, puisqu'il y a pas mal de légendes qui circulent autour de cet hôtel. Apparemment certaines personnes qui y séjournent deviennent folles après y avoir séjourné, et c'est un hôtel vraiment pour les riches, hein. C'est un hôtel de standing et tout. Il est vraiment intéressé, enfin très captivé par cet hôtel, et un jour il va pouvoir y pénétrer parce qu'il doit faire des soins sur une personne là-bas. Et voilà, là on suit Elliot qui intègre tout doucement cet hôtel assez bizarre. Et donc vous avez vraiment ces 2 pans de l'histoire qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je présume que ça va se rejoindre à un moment donné, mais je ne vois pas encore le lien. Faut savoir aussi que l'histoire se déroule pendant le Covid, donc c'est dans les années 2020. Enfin dans l'année 2020, et donc on assiste un petit peu à la mise en place des restrictions, etc. Mais je trouve que ça va, l'accent est pas trop mis là-dessus, donc ça passe, parce que moi j'aime pas trop. Quand on parle du Covid, franchement c'est une période de notre histoire qui m'a grave saoulée, et entendre parler de ça dans les romans, ça m'intéresse pas. Mais là ça va, c'est survolé, c'est pas dans le détail. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Vous aurez mon avis sur Cinabre dans le prochain vlog lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!